Ça a commencé par 200 personnes. Et quand j'ai présenté mon business plan à mes associés, tout à l'heure je t'en parlais, Jacques-Antoine me dit, écoute, je comprends rien à ton Excel, là. Je sais pas ce que c'est, tu me mets n'importe quel chiffre, blablabla. Tu sais ce que tu vas faire? Parle-moi clairement. Non, tu vas me faire un truc, je te jure, le truc que j'avais jamais entendu de ma vie. Le mec, il a vraiment une puissance créatrice assez importante. Il me dit, enlève-moi la ligne chiffre d'affaires. Je dis quoi? Il me dit, tu vois, ton chiffre d'affaires, mets-moi 0 pendant 5 ans. Je dis, mais c'est quoi le truc? Moi, je te dis, mets-moi 0 pendant 5 ans et dis-moi combien tu perds à la fin. 250 000. Moins 250 000. Il dit, OK, donc mon risque maximal, c'est 250 000 euros. Je te donne 250 000, on est 4, on va mettre chacun un machin, et plus un centime de plus. Et on veut que ce soit rentable, parce que si tu n'es pas rentable, tu vas me demander de l'argent dans 6 mois. Je dis, mais c'est pas possible. Il dit, comment ça? Mais il n'y a pas un site de commerce électronique au monde qui est rentable. Rien à foutre. Il faut que tu sois rentable pour avoir le droit de faire des erreurs. Et ça, je m'en rappellerai toujours. Et il m'a dit, le meilleur moyen de ne pas perdre d'argent, c'est d'en gagner beaucoup. Et quand tu en gagnes beaucoup, c'est pas pour manger 45 steaks par jour, c'est que tu vas pouvoir essayer des choses. Tu vois, try and error. Donc, toujours cette stratégie extraordinaire qu'on raconte. Moi, j'ai un copain qui me dit, une stratégie, ça s'explique toujours 5 ans après. C'est du storytelling rétro-ingénieré, la stratégie. Ce que tu fais, c'est que tu essayes, tu apprends, tu essayes, tu apprends, tu essayes, tu apprends, et au bout d'un moment, tu dis, waouh, regarde, c'était fait exprès et tout. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires de storytelling par rapport à ça. La vraie C'est intéressant question, ça, parce que souvent on a cette image des entrepreneurs comme des grands stratèges qui font des grands plans en disant dans 5 ans j'en serai là, dans 10 ans j'en serai là. Il y a toujours l'ambition. Et ça, c'est un des sujets dont on parlera peut-être tout à l'heure pour le Maroc, de libérer les ambitions. Ça, c'est important. Tu vois, moi, quand on m'a dit est-ce que tu peux le faire, je dis oui. Comment? Je ne sais pas, mais je vais le faire. Tu vois, je vais essayer, je vais apprendre de mes erreurs. L'un des plus gros problèmes qu'on a eu dans notre parcours éducatif, que ce soit au Maroc ou en Europe, c'est que le droit à l'erreur est puni. Les meilleurs élèves, c'est les mecs qui font Polytechnique, c'est les mecs qui n'ont jamais fait d'erreur. Mais ça ne fabrique pas des entrepreneurs, ces gens-là. Les meilleurs entrepreneurs sont les gens qui vont reconnaître leurs erreurs et qui vont les corriger très vite. Donc plus tu es bon élève, moins tu acceptes de faire des erreurs, puisque avoir 20, c'est de ne pas faire d'erreurs. Et c'est complètement... Toute ta vie, tu as été entraîné à ne pas faire d'erreurs. À ne pas faire d'erreurs. Donc c'est pour ça qu'on a un problème avec les ingénieurs, qui sont les meilleurs étudiants. Leur changer le mindset et leur permettre le droit à l'erreur, il y en a qui arrivent et ça devient des gens incroyables. Et il y en a beaucoup qui résistent à ça en disant non, il me faut plus de temps, il me faut 6 mois pour être sûr que je ne fais pas d'erreur. Oui, mais le temps, c'est notre ennemi numéro 1. L'idée n'existe plus aujourd'hui. La valeur d'une idée, c'est pas ça, c'est la valeur de l'exécution. Tu prends Zuckerberg, c'était pas son idée, mais c'est lui qui l'avait. Tu vois, mais c'était pas son idée. Alors, ils ont été dédommagés et tout, mais moi, je préfère Zuckerberg que les deux jumeaux. Donc, très important le temps que tu as pour le faire. Et aussi, le temps est fonction de la marge que tu as. Moi, quand j'ai commencé, au début, on a fait une première vente, 200 personnes, tac. Alors, le premier truc que je me réalise, c'est que j'appelle le patron de... Alors, la première vente, c'était Blanc-Bleu, c'était le 12 février 2001. Et j'appelle le patron. Donc, on avait un stock... Mes associés, ils avaient un stock Blanc-Bleu. On a eu l'autorisation de Blanc-Bleu de faire cette vente en ligne. Le mec, il était très innovant. Il a dit, allez-y, machin. Et j'appelle Patrick et je lui dis, Patrick, je peux avoir les photos des produits? Il me dit, de quoi tu parles? Tu veux ma femme sur mon bateau à Saint-Tropez? Tu veux quoi? Je dis, non, les photos des produits. Il me dit, mais je suis pas la redoute. Et en plus, ton truc, déjà, tu vas le vendre à moins 80. Je vais pas en plus te faire des photos de chacun des produits. Je dis, pardon? Et comment je fais? Tu te démerdes. Ça, c'était juste avant la vente. 4 jours. Et là, j'ai compris, pas de bras, pas de chocolat. Et en fait, quand tu fais un site de commerce électronique, tu ne vends pas des produits, tu prends des photos des produits. Et tes photos sont moches, les gens n'achètent pas. Donc déjà, si tu voulais avoir un résultat viable, il fallait... C'était pas dans mon BP, hein, du tout. Je n'avais pas de ligne photographe, studio, machin. On est devenus les plus gros studios d'Europe. Hein. On shootait plus de 1 200 000 références
par an. Et je me connais très très bien en photographie. photo, en retouche, en tout ce que tu veux, etc. En AI pour la photo, on pourra en parler si tu veux, mais ouais, ça a été la découverte absolue du moment. C'est le truc qui allait me flinguer complètement la rentabilité que j'avais planifiée dans mon bébé. C'est que pour chaque vente, il fallait faire les photos de tous les produits. Tous ça les prenait produits, du les temps. retoucher. Avant, on n'avait pas de caméra digitale. Ça veut dire qu'il faut des mannequins aussi, à chaque fois. Non seulement il faut des mannequins, mais un truc tout simple. Avant, c'était des pellicules. Les photographes, ils ne voulaient pas shooter en numérique. Donc, quand tu es en pellicule, tu ne vois pas la photo de ce que tu viens de shooter. Donc, le mec, il faisait 3 ou 4 par... Pour être sûr Pour être qu'il y sûr en aura une qui est bien. Il y en a une qui est bien. Encore. Donc, tu te retrouves avec un nombre de photos à gérer énorme. Et après, ta pellicule que tu as développée, il faut la scanner. Et te la scanne sur un truc, ça prend 48 heures. Et après, ta balance de blanc, elle est pourrie de chez pourrie, et machin, il faut retoucher de ouf pour arriver à un résultat séduisant. Et les mannequins, très important, à un moment, on a commencé à tester plein de choses. On dit, est-ce qu'on paye un mannequin ou pas ? Est-ce qu'on le met sur un cintre ? Est-ce qu'on le met à plat avec des épingles ? Est-ce qu'on le met sur un mannequin en plastoc ? Ou est-ce qu'on le met sur un vrai humain ? Et si tu le mets sur un vrai humain, est-ce que tu mets la tête ou pas la tête ? Parce que si tu mets la tête, il faut lui payer des droits à l'image. Si tu ne mets pas la tête, il peut faire 3 ou 4 marques différentes. Sans problème. Et tu ne payes pas le droit à l'image, puisqu'il n'y a pas la tête. Il n'y a pas ce qu'on appelle du non-reco. Donc les gens, ils veulent voir un produit sur quelqu'un de très beau, en disant, ce modèle, il met du 36, prenez du 45. Du 46, ouais, comme toutes les marques. Tu veux acheter quelque chose pour te dire, je vais ressembler à ça. Exactement. Et ça, c'était très important. Le seul problème, c'est que ça coûte très cher. Et dans mon BP, ça ne marchait pas. Donc au bout de 6 mois, il y a l'expert comptable du groupe qui vient me voir. Il me dit, Ilan, non. J'ai dit, comme ça, non. Il dit, dans 6 mois, on arrête. Je dis, de quoi tu parles ? Il me dit, non, ça ne marche pas. 25% de marge, ça ne marche pas. J'ai dit, comment ça ? Il me dit, écoute, là, tu perds de l'argent. Et tes associés, ils me l'ont redit, ils ne veulent pas te le dire en face, mais ils ne mettront pas un centime. Mais attends, ils ont plein d'argent et tout. Non, tu n'as pas compris. T'as pas compris, c'est pas une question d'argent. Eux, ils ne veulent pas alimenter quelque chose qui n'est pas viable. C'est pas de te donner 2-3 mois de plus, c'est que ça ne marche pas. Ton EBITDA n'est pas structurellement positif. Tu peux perdre de l'argent, mais tu dois avoir de cette ligne, un modèle qui gagne de l'argent. Oui. Si tu perds de l'argent parce que tu investis beaucoup en avance, ok. Mais là, ton équation économique, ta marge sur coût variable ne couvre pas tes frais fixes. Et je lui dis alors, il me dit, il faut au moins 35% de marge brute. 40, c'est mieux. Moi, j'avais 23 ans. Je lui dis, mec, comment tu veux que moi, à 23 ans, j'aille voir une marque ? Et je lui dis, c'est pas 25, comme tous les concurrents traditionnels qui le font depuis 100 ans, ils prennent tous 25%. Moi, je vais arriver et je vais dire, notre nouveau truc sur Internet, machin, c'est 40. 15%, ouais. Comment tu veux que je fasse ? Il me dit, écoute, moi, je suis expert comptable. Ça, c'est ton job. C'est ton problème. Et je pense qu'il nous a permis de changer complètement de mindset. Il a fallu qu'on trouve un discours commercial qui explique que 40%, c'est moins cher que 25%. Comment vous avez fait ? Parce que c'est effectivement moins cher que 25%, parce que les gens qui ont 25% se font livrer des produits dans des showrooms, les trucs sont éclatés, ils n'ont plus aucune valeur derrière. Donc quand tu fais vraiment le calcul économique end-to-end, nous, les produits, ils ne bougent pas. C'est juste un fichier Excel. Tu payes 40% que ce que j'ai vendu. Si vous avez aimé cet extrait, vous allez encore plus aimer l'épisode complet qui s'affiche juste ici à l'écran. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On a envie d'atteindre les 100 000 abonnés cette année, donc on a besoin de vous pour y arriver. Partagez le podcast autour de vous, ça nous aidera à continuer à vous amener des invités exceptionnels.